Christos, bonjour. C'est un Bonjour. plaisir de t'avoir avec nous. Tu as écrit Mourir en scène récemment, mais c'était ton deuxième roman. Tu peux appeler ça ton deuxième roman. Mais tu as aussi écrit deux livres sur le crime dans l'art. Scène de crime au Louvre et à Orsay, qui ont été deux francs succès, on peut le dire. En tout cas, pour Orsay, c'est une certitude. Et que j'avais lu et que j'avais adoré. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ton parcours? On sait que tu as été avocat pénaliste pendant un temps. Est-ce que tu peux nous parler donc de ton parcours et comment tu es devenu écrivain? Avec plaisir. D'abord, bonjour et merci encore pour être là. C'est un plaisir. Et voilà, je suis grec. J'ai fait mes études de droit à Athènes et j'ai travaillé comme avocat pénaliste en Crète à partir de 2003-2004 pour un cabinet familial. Et quand j'ai eu 30 ans, j'ai décidé que ma vie ne me plaît pas en Crète. C'est une très très jolie île, mais travailler avec ma famille comme avocat, je ne pouvais pas vraiment me voir faire ça pour le reste de mes jours. Donc je me suis dit, il faut partir et j'ai décidé de venir à Paris, en France, même si je ne parle pas votre belle langue à l'époque. Et aujourd'hui, je la massacre de temps en temps, donc veuillez être, s'il vous plaît, un peu indulgent. Donc, je suis arrivé à Paris en 2011 et j'ai eu comme prétexte un doctorat en criminologie avec un sujet qui mélangeait mes deux passions, c'était la représentation de l'homicide dans la peinture française du 19e siècle. Donc, j'ai commencé à me promener dans les musées, surtout les Louvre et l'Orsay, où on peut trouver des tableaux du 19e. Et je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose qui n'a rien à voir avec mon doctorat, que je n'ai jamais eu, parce que j'ai commencé à écrire d'autres choses. Donc, j'avais cette idée de la représentation du meurtre dans l'art, et en même temps, comme j'avais un peu de temps, qui n'était pas le cas quand je travaillais en Grèce, je me suis dit, et après avoir lu quelques livres, quelques romans policiers que je n'ai pas aimés, je me suis dit, entre parenthèses, moi je suis un très très grand fan d'Agatha Christie depuis mon enfance. Donc je me suis dit, pourquoi pas écrire un roman policier que moi, comme criminologue et amateur d'Agatha Christie, aurais aimé lire. Parce que mon sujet était souvent la psychologie criminelle et la psychologie de la victime et la psychologie des personnages n'était pas tout à fait correcte par rapport aux choses que j'avais appris dans mes cours de criminologie. Donc, j'ai écrit le premier roman au 5e étage de la faculté des droits. C'était juste pour moi. Je l'ai laissé dans mon tiroir. Et un jour, 2 ans après, j'ai rencontré un écrivain franco-grec qui vit à Paris. On est devenus amis. Et un jour, je lui ai dit, écoutez, il est aussi un très grand fan des romans policiers. Et je lui ai dit un jour, est-ce que vous voulez lire mon manuscrit? Et il m'a dit oui, avec plaisir. Et je lui ai dit, écoutez, je ne veux pas que vous me disiez votre avis, parce que si vous me dites que vous l'aimez, je ne vais pas vous croire. Et si vous me dites que vous ne l'aimez pas, je serai triste. Donc, il m'a promis qu'il ne va pas me dire s'il a aimé ou pas. Et une semaine après, il m'appelle et il me dit, je ne vais pas vous dire si j'ai aimé ou pas votre livre, mais je peux vous dire que je l'ai envoyé à mon éditeur en Grèce. Donc, comme ça, mon premier roman policier au 5e étage de la faculté de droit a été publié en Grèce. Il a très bien marché. Et puis, j'écris le deuxième, et Mourir en scène, avec un titre en grec différent. Le titre en grec est littéralement Crime sur la plage de Vouliagmeni. Vouliagmeni est une très belle plage sur la rivière athénienne. Est-ce que vous connaissez un peu Athènes? Est-ce que vous connaissez un peu Ouais. Très bien. Très bien. Donc, j'ai pris l'idée d'une fête qui a été faite sur la plage de Vouliagmeni dans les années 80 et j'ai fait ces concerts de Neni Vanda, qui est un concert explosif.
Et en même temps, comme je vous ai dit, comme j'aime l'art et j'aime les crimes, j'écris des livres, Scènes des crimes à Orsay, Scènes des crimes au Louvre, euh, où j'analyse des scènes des crimes qu'on voit dans les tableaux, des sculptures, des amphores grecs qui représentent des meurtres mythologiques, bibliques ou historiques. Et voilà, et ça a bien marché parce que il y a beaucoup de gens comme moi qui aiment le crime et qui aiment la mythologie, l'histoire et l'art. Voilà. Et je suis très heureux d'être en France. Et je n'écris pas en français, par contre. J'aime décrire de tueries et de massacres, mais je ne vais pas massacrer la langue, votre belle langue. À l'oral, je me débrouille, j'ai fait mes fautes, j'assume, mais je n'ose pas écrire. Donc, j'écris soit en anglais, soit en grec, et puis je suis traduit en français. Voilà. Traduit d'ailleurs par Loïc Marcoux et Hélène Zervas. Oui. Ça Oui. Et alors, justement, je vais rebondir sur ça parce que c'était une de mes questions. J'étais très surpris que tu écrives en grec et pas en français parce que ton français est admirable. Mais justement, quelle est la relation entre les traducteurs et toi? Est-ce qu'il y a une réelle cohésion, étant donné que tu parles très bien français? J'imagine que vous vous mettez quand même assez en rapport tous les trois. Et d'ailleurs, pourquoi ce choix d'avoir pris deux traducteurs et pas un seul? Ce qui est assez surprenant. Alors, c'est vrai que le grec, ce n'est pas une langue facile et il n'y a pas beaucoup de traducteurs du grec en français, en France. Donc, on avait pris pour la première fois une dame et puis on a choisi de prendre un autre. C'était Anne-Laure Brisac. Anne-Laure Brisac, première. Tout à fait. Et puis, on a dit, on veut quelqu'un qui est plus proche à mon âge. Donc, on a pris Loïc Marcoux, qui a eu après quelques petits soucis de santé. Donc, il ne serait pas capable de voir le deadline. Donc, on a pris une troisième traductrice qui est Hélène Zervas. Et voilà, qui a fait aussi l'ensemble. Elle a réuni à la fin la partie de Marcoux et sa propre partie. Et puis, bien sûr, je l'ai lu, j'ai corrigé. Il faut dire aussi que les livres en grec est apparu en 2015. J'ai eu un peu d'expérience depuis 2015, donc il y avait des choses à corriger, il y avait des choses à enlever, il y avait des choses à changer. Et donc, on a très, très, très bien travaillé avec le département des traductions chez Albin Michel et avec la traductrice. Voilà. Et donc, du coup, le relationnel vraiment avec les traducteurs, est-ce qu'il s'est fait quotidiennement ou pas du tout? C'était quoi? Est-ce que ça s'est fait quotidiennement? Non, c'était partie par partie. Chaque fois qu'il y avait une partie, parce que mes livres sont dans 3 parties, donc à la fin de chaque partie, il m'envoyait 80, 100 pages et j'ai corrigé et en même temps, il continuait la traduction et à la fin, j'ai vu la totalité et j'ai travaillé avec la chef du département des traductions chez Albin Michel et on a tout révisé, on a tout vu ensemble parce qu'il y a des choses que même si je me débrouille à l'oral, il y a des choses, des nuances que je n'ai pas, que je ne comprends pas. Et il fallait m'expliquer si cette phrase veut vraiment dire ce que je voulais dire. Donc, Eva? mais sinon, c'était une expérience. Et chaque fois, c'est une expérience très enrichissante. Et ça me rend un peu plus courant. Et ça me fait plaisir. Vas-y, Eva. J'ouvre le bal des questions qui, je pense, vont être nombreuses ce soir. Déjà, bonsoir Christos. Bonsoir Eva. Ça fait plaisir d'avoir un live avec toi ce soir. Donc moi, je t'ai découvert justement à l'occasion de ce live. Enfin, je connaissais ton nom, mais je n'avais pas encore lu un de tes romans. Et j'ai lu Mourir en scène, qui m'a beaucoup plu. Donc, je suis encore plus ravie d'être là. Et donc, Mourir en scène, comme tu l'as dit un petit peu au début, effectivement, commence avec un concert. Donc, le personnage principal est une pop star, on va dire, une grande chanteuse, donc inspirée aussi d'une grande chanteuse en Grèce. On en avait parlé sur Instagram. Oui. Et je voulais savoir, en fait, pourquoi ce choix
de mettre en scène justement une chanteuse et notamment une chanteuse inspirée d'une grande star grecque. Est-ce que c'était un hommage par rapport à cette chanteuse? Est-ce que tu parlais tout à l'heure d'art, est-ce que tu avais envie d'explorer le monde de la musique? Enfin voilà, je voulais savoir ce qui t'avait poussé en fait à écrire ce livre qui mettait en scène une chanteuse. Alors, il faut dire d'abord que je suis tout à fait d'accord avec Oscar Wilde qui disait que chaque homme doit tuer ce qu'il aime. Donc, cette chanteuse, il y a une chanteuse grecque des pop qui n'est pas très connue en France. Elle n'est pas Nana Mouskouri, elle s'appelle Anna Vissi, qui est une chanteuse qui a aujourd'hui 65 ans. Elle a une carrière de 50 ans aujourd'hui. Et elle est, imaginez, une chanteuse entre Dalida et Mylène Farmer. C'est un peu la Madonna grecque, quoi. Tout à fait. Elle est la Madonna grecque. Donc, tout le titre Mourir en scène, c'était un hommage à Dalida ou pas? Alors, c'était un hommage à Dalida et c'était mon éditrice qui l'a choisi parce que moi, je connaissais cette chanson, mais elle n'était pas dans ma tête. Tu vois, et comme je vous ai dit, le titre en grec, c'est Crime sur la plage des Gouliarménie, un peu à la Agatha Christie encore, Crime sous le soleil, Crime sur les Nils, Meurtre sur les Nils, etc. Donc, j'ai écrit ces livres. C'est vraiment un hommage à cette femme que j'aime beaucoup, qui a beaucoup d'humeur, de humour aussi. Tu as vu, on se tutoie, je crois, dans oui. le texte, voilà. Tu as vu, il y a même une photo avec la version grecque d'elle, avec un regard dans mon profil Instagram, avec un regard, tu m'as tué, tu vois, je suis un peu fâché avec toi. Mais elle a été adorable. Et sinon, l'inspiration pour ces livres était une chanson d'Anna Vissi des années 80, dont le titre en grec est comme un meurtrier maniaque et qui parle de quelqu'un qu'aujourd'hui on définit comme un stalker, un harceleur. C'est une femme, Anna Vissi, qui chante et qui dit « Je te suis partout, je t'envoie des lettres, je t'appelle juste pour écouter, respirer. » Et tu as, avec chaque pas que tu fais, c'est moi qui meurs. Donc, et j'ai pris cette chanson et j'ai créé cette petite chanson à la fin de ces livres. Et c'était l'inspiration. Et voilà, je voulais alors rendre hommage à Anna Vissi, je voulais rendre hommage à Agatha Christie, comme je fais avec tous mes romans policiers. Et je voulais m'amuser aussi. Donc, j'espère que les lecteurs s'amusent aussi avec ces petits cluedo, avec ces petits whodunit à la grecque. Alors, il faut noter que ton premier roman, il a été sorti en poche récemment. Oui. Voilà, au 5e étage au livre de poche, je crois. Livre des poches, oui. Voilà. Comment ça se profile pour toi pour ce second roman? Est-ce que tu as déjà eu des bons échos, une bonne presse? Comment ça se profile pour celui-ci? Malgré le confinement, évidemment. On rappelle qu'il est sorti avant le confinement. Il est sorti 10 jours avant le confinement et avant la fermeture des librairies. Donc, ce n'était pas le meilleur moment. Le lancement a été annulé. Tous les salons ont été annulés. Je devrais aller au Canada pour un festival des livres. Ça a été annulé. Donc, c'est très difficile pour les écrivains qui ne sont pas très connus, qui ne sont pas de best-sellers, vous voyez, d'être présent pendant cette période, parce que c'est vrai que les maisons d'édition et les libraires, pour survivre après ces coups de 2 mois et demi, mettent en scène et en avance les best-sellers. Mais je crois, j'ai eu heureusement grâce à vous, grâce aux gens qui aiment les livres et qui aiment aussi les réseaux sociaux, qui aiment Instagram, j'ai eu assez de chroniques sur Instagram. J'ai eu un peu de presse et j'espère qu'avec l'été, comme ça se passe en Grèce, ça se passe pendant l'été, ça aura un peu plus de presse pour les livres. J'ai eu un très très bon article pour la parution du livre au Canada qui m'a beaucoup touché, dont les titres étaient un roman grec, un polar grec à la Agatha Christie. Donc pour moi, c'était un honneur vraiment très très grand.
Voilà. Pauline? Donc, j'espère et je croise mes doigts que tout va bien se passer. Bonsoir Christos. Alors moi, Bon. je voulais que vous nous parliez un petit peu de votre enquêteur, de Christophoros Marcou. Donc j'aimerais savoir en fait quelle part y a-t-il de vous en lui? Déjà, le Alors, surnom, j'imagine. J'imagine que ton Voilà. surnom fut Marcou, j'imagine. oui, alors, quand je voulais utiliser un autre nom que mon nom, parce que je viens d'une famille politique en Grèce, je viens d'une famille en Crète assez présente, j'utilisais mon alias qui était Christophoros Marcou. Donc, j'ai pris cet alias et j'ai créé ce personnage qui a beaucoup de traits de moi, mais après, il faut dire que je mets un peu de moi dans tous les personnages de mes romans, comme je mets aussi un peu de tous les personnages que je connais dans mes romans. Donc, il aime beaucoup les romans policiers, comme moi. Il a une mentalité et il a un sens de justice qui est très inné et qui n'est pas seulement typique, mais c'est vraiment essentiel. Et puis, il aime Maria Callas, qui est mon cas aussi. Et puis, il est un peu plus, disons, distant que moi. Moi, j'ai des amis, j'ai un appartement qui est plein de choses. Oui, pas vide comme Ouais. le sien. Oui, ouais, ouais. Lui, il est très spartiate, il est très, il ne se sent pas chez lui, parce que sa vraie maison, son vrai chez lui, c'est le département d'homicide à Athènes. Donc, il y a des traits, mais il n'est pas vraiment mon alter ego. Disons qu'il est un mix, un mélange de moi et des amis, de policiers que je connais. Voilà, c'est un personnage que j'apprécie. Et c'est un personnage et je joue avec ça un peu dans les livres, qui n'aurait jamais cru qu'il peut être le protagoniste d'un roman policier. Parce qu'il n'est pas drogué, il n'est pas alcoolique, il n'est pas noir, il ne fume pas, il est un peu trop Normal. quotidien, voilà, trop simple si vous voulez. Et j'aime jouer avec ça. Et je joue encore plus dans le troisième. Et après, dans le quatrième, il y a un peu, on découvre un peu un côté noir qu'on n'a pas toujours aperçu chez lui. C'est ce qui Après, te il forme distingue. Pardon. Vas-y, il Pauline, forme pardon. un duo aussi avec Vera aussi. J'aimerais bien que vous nous parliez d'elle également. Alors, Vera est inspirée par une amie et une camarade de mon master de criminologie. Son apparence physique, ses idées de la gauche. C'est vraiment une amie. Dans le premier livre, alors j'étais inspiré par elle. Et puis, comme ça se passe souvent avec les personnages fictifs, elle a pris sa propre vie. Donc, dans le troisième, on voit, dans le deuxième, on voit qu'elle est là. Le troisième, qui est un hors-série qui se passe sur une île grecque, n'a pas de personnage récurrent. Et dans le quatrième, elle est là aussi. Mais je me suis dit que tous les 3-4 livres, je vais me débarrasser de quelques personnages d'une façon ou d'autre pour donner place aux nouveaux personnages. Donc, Vera, pour l'instant, elle reste, mais je ne sais pas si elle reste pour longtemps ou si elle disparaît et puis elle revient. Comme ça se passe dans la vie. Et parfois, il y a des amis avec qui on est très proche et un jour, quelque chose se passe, soit dans la vie personnelle, soit dans la vie professionnelle, et il y a une coupure et ça revient après. Tout à fait. Merci beaucoup, Christos. Merci à vous, Pauline. Rita? Oui, bonjour Christos, bonjour à tous. Alors, ma question, c'est, je me permets de te poser une question concernant, je te tutoie. Merci. Alors, je me permets de te poser une question concernant ton métier actuellement. Est-ce qu'on peut dire que tu es auteur à plein temps? Est-ce que cela voudrait dire que tu mets de côté ta carrière d'avocat pénaliste? Et si c'est le cas, pourquoi ne pas choisir de lier les deux, puisque auteur-avocat, ça permettrait peut-être en tout cas c'est ce que je pense, d'alimenter de manière formidable les récits. Alors, ça fait 3 ans que je ne travaille plus comme avocat.
je me suis dit, et c'est peut-être un peu trop idéaliste, mais dans ma tête, c'est comme ça, que j'ai trouvé la chose que j'aime dans ma vie. Donc, il faut me concentrer et consacrer 100% à ça. Donc, si je meurs de faim ou si je survis, ça, c'est pas à moi, c'est au lecteur. Mais je me suis dit, je vais vraiment consacrer tout mon temps. Et c'est pour moi, c'est pas seulement un travail en plein temps, c'est travail tout le temps. Oui. C'est-à-dire que j'ai bien sûr une routine, c'est-à-dire je me mets devant mon ordinateur à 8h30 chaque matin, depuis 3 ans maintenant. Même si les idées ne sont pas au rendez-vous, je suis là et je regarde la page et je fais des recherches ou j'écoute de la musique. Et vers 16h, je fais une pause déjeuner. Je finis vers 16h, 17h. Je sors un peu pour voir un peu de monde parce que ça fait du bien. Et qui est la seule chose aussi qui m'a manqué pendant le confinement, même si je suis habitué d'être confiné chez moi. Et puis, je vois des amis, mais toujours dans ma tête, il y a des idées et je cherche des solutions. Et c'est plutôt quand je ne suis pas devant mon ordinateur que les solutions viennent. Et voilà, donc je me suis dit, peut-être c'est trop idéaliste. Et c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment survivre ou vivre avec 1, 2, 3, 4 livres seulement. Donc, ça prend un peu de temps, mais je suis vraiment, comment dire, pas résolu. Je suis très ciblé, très ciblé, voilà, à continuer. Et on voit comment ça se passe. Ce n'était pas une décision facile pour des raisons pratiques, parce qu'un avocat gagne bien sa vie, et aussi pour des raisons familiales. Comme je vous ai dit, j'étais dans un cabinet familial et j'étais le successeur. Donc, quand j'ai décidé de tout quitter et venir à Paris et puis ne plus exercer, parce que le premier 4-5 ans, je faisais des allers-retours tous les 2 mois. J'ai resté 1 mois en Grèce ou 3 semaines. Je travaillais un peu, je gagnais d'argent et je revenais à Paris. Et après, quand j'ai coupé, il faut vous dire que mon père, qui attendait à moi un successeur, ne me parlait pas pendant 2 ans. C'est la mentalité crétoise qui est très proche, très méditerranéenne, vous voyez, un peu, voilà. Et j'ai fait mes décisions, j'ai fait ma décision, j'ai pris ma décision et les conséquences seront à moi. J'espère que les conséquences seront bonnes conséquences et pas négatives. Notez que le métier d'avocat est en totale déperdition. Je ne suis pas sûr qu'on gagne plus d'argent en étant avocat qu'écrivain. Ça dépend. En tout cas en France. Oui. En Grèce, comme j'étais dans un cabinet familial de droit pénal, même pendant la crise, il y a toujours des gens qui volent, qui tuent, qui violent, qui sont dans un accident des voitures. Donc, il y avait beaucoup de choses comme dans le métier. Mais heureusement, j'ai un demi-frère qui a repris le cabinet. Donc, heureusement, je me sens moins coupable. Isabelle, que je viens de réveiller, pardon. Non, c'est juste j'enlevais le mieux. En fait, c'était donc dans la prolongation de la question de Rita, c'était juste pour savoir si quand même ce métier d'avocat t'aidait en fait à écrire. Est-ce que tu t'inspirais de certaines choses? Est-ce que ça avait un impact en fait ce métier sur ton écriture? Oui, 100%. Je me dis, si je n'étais pas avocat avant et si je n'avais pas fait des études de criminologie, je ne suis pas sûr que j'aurais pu écrire. Parce que pour moi, les documents juridiques ont la même construction comme un roman policier. C'est-à-dire, il y a, comme un roman, si vous voulez. Il y a le prologue, il y a le main core, le corpus, et puis il y a la conclusion. Donc, il faut penser d'une façon vraiment conclusive et il faut bien construire nos pensées, nos phrases
Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a aidé aussi à le droit pénal, comme je plaidais. Et ça m'a aidé ça m'a donné la confiance pour parler. Et ça aide beaucoup pendant les salons, pendant les meetings comme ça, les réunions comme ça. Et ça m'aide à m'exprimer à l'oral et communiquer mes idées de la même façon comme à l'écrit. Donc oui, je ne pouvais pas me voir les faire pour le reste de ma vie, mais je suis très, très reconnaissant à cette expérience d'avocat actif et pratiquant pendant 8 ans en plein temps et quelques années après à mi-temps avec les allers-retours. Et Alexis, ça, juste un instant pour aussi répondre à l'autre côté. Pour l'inspiration, il faut dire que si j'écrivais les choses que j'ai vécues avec les vrais cas, les lecteurs diraient ah non, ça c'est pas possible. Donc parfois, il faut un peu baisser la réalité. Il faut baisser ce qu'on écrit parce que vraiment la réalité souvent dépasse la fiction. Et je m'inspire un peu des personnages. Je raconterai des tueurs. J'ai défendu des tueurs. J'ai défendu les familles des victimes. Donc tout ça m'a beaucoup aidé de voir comment ces gens pensent, comment ils passent à l'acte, comment après, dans leur tête et dans leur milieu et dans le tribunal, ils essaient de justifier leur acte. Et en même temps, comment eux-mêmes se comportent après l'acte, et dans la prison ou après la libération. Donc, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Alexis? Christos, tu parlais tout à l'heure de ta passion pour Agatha Christie. Oui. Et tu disais également, dans un second temps, qu'il y avait des personnages dits, entre guillemets, secondaires, qui pouvaient, le cas échéant, disparaître, revenir, etc., etc. Alors moi, la question que je me pose, parce que tu parlais déjà du 4e, donc ça nous met déjà l'eau à la bouche, est-ce que, un peu comme Agatha Christie, on peut imaginer dans un futur plus ou moins lointain, avoir un Hercule Poirot et avoir une Miss Marple ou d'autres personnages enquêteurs comme ça, ou est-ce que pour l'instant, tu es plutôt centré sur un personnage masculin, celui qu'on connaît, qui va continuer à faire son petit bout de chemin? Alors, pour l'instant, c'est Marco. Et je continue. J'ai dans ma tête quelques aventures, quelques enquêtes qui va mener. Mais puis, j'aimerais bien faire un crossover dans un de prochains avec un autre personnage qui va peut-être reprendre après toute mon imagination et tout mon amour. Mais je n'ai pas encore décidé ni quand, ni qui. J'ai quelques idées, mais je n'ai pas encore pris une décision finale pour dire. Et après, peut-être un jour, oui, quatre livres déjà, je vais commencer la 5e enquête de Marco bientôt. Si le 3e ne marche pas, le 4e ne marche pas, il faut que soit j'écris pour moi et je les garde pour moi, soit je change et j'écris quelque chose d'autre avec un autre protagoniste. Je me sens proche à ce personnage, à cette personne, Marco, mais pourquoi pas changer? Il faut changer dans la vie de temps en temps pour un peu réfléchir et un peu renouveler notre vie, nos horizons, notre milieu. Varions les éditions en live et là pour ça. Tout à fait. Tout à fait. Et alors justement, Christos, tu parlais du 3e et du 4e. Alors, on est d'accord qu'ils ne sont pas sortis en France. Hein, ils sont sortis en Grèce. Et non. Pas encore non plus. Parce que, après un moment, et à cause de la situation en Grèce pendant la crise, je me suis dit que les choses n'étaient pas très claires. Et je me suis dit, je préfère prendre mes distances. Et donc, les 2 manuscrits n'ont pas été publiés en Grèce. Je suis maintenant en train de négocier pour le 3e et le 4e avec une maison d'édition. Et j'attends la note de lecture de chez Albin Michel pour voir si on continue et comment on continue.
Voilà. Ok. Donc, par contre, ils sont totalement écrits. On est d'accord qu'ils sont finalisés, le troisième et le quatrième. Oui, oui, ils sont totalement écrits. Le troisième est un hors-série, comme je vous ai dit, c'est-à-dire que Marcou est le seul personnage récurrent, parce que ça se passe pendant ses vacances, juste après l'événement de l'enquête d'Ennemi sur une île grecque. Et il y a un milieu de jet set international et il y a un meurtre là-dedans. Et puis le quatrième, qui est le troisième de la série, ça se passe après ses vacances, début septembre jusqu'à novembre, en Grèce, à Athènes. Voilà, et c'est un peu plus personnel et un peu plus noir, entre guillemets, mais on découvre un côté de Marcou qu'on ne connaissait pas jusqu'au... Beau teaser. Voilà, merci. Eva? Ouais, je suis bavarde ce soir. Christos, tu as pas mal parlé d'Agatha Christie. Tu disais que comme ton personnage principal, tu es amateur de romans policiers, de polars, t'en lis beaucoup. Justement, quels sont, à part Agatha Christie, les autres auteurs qui soit ont été tes influences ou sont ton plaisir de lecture quand tu lis des polars? En Alors sachant moi, que si tu réponds Énigme Mankel, tu as un bonus. écoutez, j'aime beaucoup la littérature, le whodunit de Golden Age, comme on dit, de l'époque d'or, c'est-à-dire entre les deux guerres. J'ai découvert très récemment, ça fait 1 an, et je le conseille à tout le monde si vous ne la connaissez pas, une femme qui était très connue, qui a été même très aimée par Agatha Christie elle-même. Elle est une Canadienne qui a vécu aux États-Unis, qui a produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qui est totalement oubliée aujourd'hui, qui s'appelle Margaret Miller, qui a produit dans les années 40, 50, 60, 70. Elle a gagné de Edgar Allan Poe avec son livre que je trouve vraiment magnifique, qui n'existe pas en français pour l'instant, s'appelle The Beast in View. Avec une idée qu'aujourd'hui, on peut très bien comprendre depuis les premières pages qu'est-ce qui se passe, parce que ça s'est déjà fait plusieurs fois depuis la publication de ces livres. Mais qui à l'époque, c'était une révolution pour les genres, et qui a vraiment la phrase la plus belle que j'ai jamais lue dans un roman policier pour la fin. La dernière phrase est très poétique et très très belle. Et donc voilà, Margaret Miller. Et sinon, j'aime beaucoup Raymond Chandler, qui est un peu plus dur qu'Agatha Christie. J'aime de français contemporain, j'aime beaucoup Vargas. Et voilà, et il y a aussi Marc Harris, le grec, que j'aime beaucoup. Ton livre d'ailleurs. Voilà, qui est plutôt social que whodunit anglo-saxon. C'est vraiment très social et il est très sympathique aussi. Et Marc Harris, si vous ne connaissez pas, il y a la trilogie de la crise, par exemple, qui est vraiment dans la société grecque de la crise. Je disais qu'il est considéré le grand maître de la littérature policière contemporaine. Quand j'ai commencé à écrire des romans policiers en 2014 en Grèce, il n'y avait pas un milieu d'écrivains grecs qui écrivaient et qui écrivent pour la Grèce, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'en Grèce, il y a par exemple des tueurs en série. Donc, on peut imaginer qu'il y a des tueurs en série en Suède, en Norvège, je ne sais pas où, qui n'est pas le cas parce que vraiment, apparemment, la criminalité en Suède ou en Norvège est plus basse que la criminalité en Grèce ou en France. Mais on ne peut pas imaginer que dans notre pays, dans notre milieu, il peut y avoir de tueurs en série. Donc, les lecteurs grecs n'aimaient pas, jusqu'à il y a quelques années, lire sur des écrivains grecs. Mais ça fait 3 ans, je crois, que maintenant, il y a vraiment des écrivains qui écrivent des romans policiers, qui écrivent des romans policiers grecs et qui ont un grand succès en Grèce. Et je suis très heureux pour ça. Est-ce qu'on peut rebondir justement sur cette littérature grecque?
Alors, on a un lien particulier avec les éditions Cambourakis qui publient énormément d'auteurs grecs. Est-ce que tu lis toi-même de la littérature grecque? On ne parle pas de thriller ou de policier, évidemment, mais de la littérature grecque comme Axioti, comme d'autres? Pas du tout. Ou tu préfères? Alors, j'ai lu beaucoup moins actuellement que quand j'étais en Grèce, mais j'ai lu de classiques, entre guillemets. J'aime beaucoup Kazantzakis, qui est crétois comme moi. J'aime beaucoup la littérature grecque ancienne, parce que chaque fois que j'ai lu et j'ai relu les mythes, j'ai beaucoup lu pour le livre dans l'Orsay et le Louvre, parce que vous savez que pendant des siècles, les artistes ont été inspirés par des sujets des mythologies grecques. Donc, quand il y avait un meurtre mythologique, il fallait trouver la source. Donc, je suis plutôt les 2, 3, 4 dernières années dans la mythologie grecque et la littérature grecque ancienne que la littérature contemporaine. Et est-ce que tu as des auteurs grecs, des titres de livres qui t'ont vraiment marqué depuis toujours? Écoutez, j'aime beaucoup Actionesti. Je ne sais pas comment ça s'est traduit en grec, en français, des Kazantzakis. J'aime beaucoup les Christ recrucifiés des Kazantzakis, que c'est quelque chose que je vous conseille. Et après, j'aime beaucoup vraiment la poésie de Kavafis. Si vous ne connaissez pas, on le considère comme le père de la poésie contemporaine, moderne contemporaine grecque. Constantin Kavafis, avec une sensibilité très particulière et avec une beauté qui me touche beaucoup. Et la beauté de sa langue est très, très bien traduite en français. Parce que quand on le lit en anglais, par exemple, je ne me sens pas vraiment les mêmes émotions. En français, c'est très, très, très bien traduit. Kavafis. Qui n'est pas le cousin de Idéfix. Hein. Non. Okay. Oui, tout le monde se marre. Amandine avait une question notamment sur tes 2 premiers livres, Scènes de crime au Louvre et à Orsay. On est d'accord, donc évidemment que ce ne sont pas des romans. Voilà. Est-ce que tu peux en dire davantage? Tu me diras forcément mieux que moi. Est-ce que tu peux en dire davantage sur le cheminement? Tu l'as expliqué tout à l'heure, le cheminement, mais la composition de chaque livre. Alors, c'est un genre que j'ai créé qui s'appelle crime artistique, qui mélange alors le crime et les arts visuels. Dans le Louvre, dans l'Orsay, dans tous les musées, il y a des tableaux, des amphores grecs, des sculptures qui représentent des crimes mythologiques, comme on a dit, bibliques et historiques. Donc, c'est ce que j'ai fait avec les Louvres et l'Orsay, et je l'ai fait aussi avec un musée américain. J'avais donné les manuscrits juste avant le confinement, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je prends des tableaux, je prends en tout cas les œuvres d'art qui représentent une scène de crime, ou le passage à l'acte, ou l'après, ou des protagonistes, et j'explique leur histoire et on les traite comme une scène de crime d'aujourd'hui. On cherche qui est le tueur, qui est la victime, leur mobile, leur alibi. Et chaque fois, avec chaque chapitre, je parle d'un phénomène criminologique, criminel et criminologique. Donc, je vous donne un exemple. Avec la Méduse, dans l'Orsay, il y a un tableau magnifique de Lévi Durmer qui s'appelle La vague violente ou la Méduse, qui nous montre la Méduse. Si vous voulez, je peux vous le montrer. Qui nous montre la Méduse. Tout le monde connaît la Méduse comme un monstre. Attendez, je le trouve. Alors, il faut savoir qu'on s'est rencontré avec Christos au Festival du Polar à Saint-Laurent-du-Var et que j'ai eu le droit à une présentation orale de tout ce que tu faisais. Ouais. Et justement, est-ce que c'est ce format-là que t'avait plu et est-ce que tu comptes le rééditer dans tous les festivals où tu passes? Alors, ça dépend des organisateurs de festival, mais moi j'ai beaucoup aimé.
Et c'était une visite guidée. On avait des reproductions de quelques tableaux. Donc, je faisais le guide et j'expliquais aux visiteurs ce qu'on voyait. Donc, avec Méduse, qui est un personnage que j'aime beaucoup, parce qu'il faut vous dire que je suis fasciné par les femmes qui tuent. On parle des tueuses en série, parce que selon le FBI, d'abord, 85% des tueurs en série sont des hommes, seulement 15% sont des femmes, donc elles sont encore plus fascinantes. Et il y a des différences entre les deux. Par exemple, le tueur en série, les hommes tuent pour le sexe, le contrôle. Et les femmes tuent, les tueuses en série tuent pour l'argent et la vengeance ou leur confort. Mais il y a une chose qui est commune dans la population masculine et féminine des tueurs en série. 70% au moins des tueurs et des tueuses en série ont vécu dans leur enfance ou dans leur très jeune âge un épisode sexuel traumatisant. Donc, avec l'histoire des méduses qu'on connaît comme un monstre, je cherche si elle a, parce qu'elle est, selon FBI, elle est une tueuse en série, elle a 2 ou 3 victimes avec un temps entre le deux passages à l'acte. Donc, on cherche si elle a vécu un épisode sexuel traumatisant quand elle était jeune, qui créait, selon les théories criminologiques, un cercle vicieux des violences, c'est-à-dire la victime, après sa victimisation, devient le perpetrator, l'assaillant, ou le violeur, ou le criminel. Donc, selon la mythologie grecque, la Méduse était une très jeune, très belle fille qui était connue pour sa chevelure blonde, dorée, et mais être beau ou belle à l'époque était très dangereux parce que ça peut attirer l'attention des dieux. Donc, Méduse était la prêtresse d'Athéna et Poséidon l'a vue, elle a voulu, et Poséidon a violé Méduse dans les temples d'Athéna. Athéna, elle est furieuse parce que son temple a été désacré, et comme elle ne peut pas attaquer le violeur parce qu'il est un dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle punit la victime, comme on fait aujourd'hui dans quelques pays comme l'Inde ou l'Arabie Saoudite, où la victime est punie aussi. Donc, elle a transformé la belle en monstre, et dans ces tableaux que je vous ai montrés, c'est l'instant où la belle se transforme en monstre et où la victime se transforme en meurtrière. Et donc, je fais des choses comme ça, on joue un Cluedo ensemble dans les musées, je m'amuse. Et voilà, c'était quelque chose qui a beaucoup plu, et que maintenant, après avoir écrit ces livres et après avoir connu les histoires des protagonistes mythologiques, bibliques ou historiques, chaque fois que je visite un musée, je trouve toujours des meurtres. Et parfois sont les mêmes, parfois avec une représentation totalement différente. Et je vous donne un autre exemple. Si je suis bavard, vous me dites que j'arrête. Salomé est l'archétype de la femme fatale. Mais ce qui est intéressant est que dans la Bible, son nom n'est pas mentionné. On l'appelle la fille d'Hérodiade parce qu'on apprend, selon la Bible, que ce n'est pas elle qui a voulu la tête de Saint Jean-Baptiste, c'était sa mère Hérodiade. Donc, Salomé est, selon la source, une fille obéissante au vouloir de sa mère, mais pour nous, à cause des artistes qui l'ont représentée pendant des siècles comme la femme dangereuse, la femme fatale, elle est devenue, voilà, la femme fatale. Et il y a dans le Louvre ce tableau magnifique, si je le trouve, je vous le montre, qui nous montre la vraie nature de Salomé, c'est-à-dire une fille qui n'est pas dangereuse et qui ne regarde même pas sa récompense. Vous voyez, c'est Salomé avec la tête de Saint Jean-Baptiste. Il y a une main qui lui donne la tête, fraîchement découpée, mais elle ne regarde même pas. Et en même temps, les mêmes sujets, il y a un portrait, un tableau magnifique dans le Met
avec Salomé qui nous montre son côté séductrice, noire, la femme qui a pu avoir la tête de cet homme à cause de sa sexualité. Et ce qui m'a toujours fasciné, il y a dans la Bible une autre femme qui a utilisé sa sexualité aussi, qui a fini avec une tête tranchée d'un homme, mais elle est devenue l'héroïne, la meurtrière héroïque, et l'autre, elle est devenue la femme fatale, la femme dangereuse. Je vous parle de Judith. Donc, Judith, l'un côté, Salomé, l'autre côté, sont presque la même chose, mais c'est les jurys qui décident chaque fois et qui mettent les étiquettes. Et ça, je trouvais, moi, fascinant. Et j'essaie de l'expliquer tout ça dans les deux livres qui mélangent l'art et les crimes. Désolé, je trop parlé. Voilà. Non, mais non, c'est parfait. Et donc, voilà, si une femme désire un dîner avec vous, on sait exactement ce qu'elle devra faire, en tout cas, ce qu'elle devra commettre pour l'avoir. Mariti. Oui, alors moi en fait, je suis plutôt curieuse du processus depuis comment se faire publier en Grèce pour ensuite donc se faire publier en France, donc c'est-à-dire un auteur grec vivant en France, mais publié en Grèce, puis après republié en France. Je me disais comment ça s'était passé ce processus? Est-ce que ça n'avait pas été difficile d'intégrer un polar en Grèce en France en fait? Alors, en Grèce, le premier livre a été vraiment publié par hasard, disons. Comme je expliquais, c'était grâce à un ami qui a envoyé ce manuscrit qu'il a beaucoup aimé à son éditeur. Donc, le premier livre a été publié comme ça, le deuxième après. Donc, on est en 2015 ou en 2016. J'ai un ami français qui est publié chez Albin Michel et qui a une maison sur une île grecque. Donc, je l'ai visité et on allait ensemble sur la plage et je lui montrais, regarde, c'est lui lit mon livre. Ah, voilà, c'est lui lit mon livre. Donc, il a vu que le livre avait un succès. Donc, il m'a dit, écoute, peut-être je peux parler chez Albin Michel parce que je cherchais un éditeur en France. Je vis en France. Je suis ici 11 mois et demi par an. Donc, it makes sense. C'était logique pour moi. Donc, il a donné les deux livres chez Albin Michel. Comme ils ont écrit en grec et il n'y a personne qui lit le grec chez Albin Michel, ils ont fait une note de lecture très détaillée. Il y avait une vingtaine de pages pour chaque livre en disant ça. Et donc, ils ont pris les deux livres. Et voilà, la belle aventure en France commence. Ouais. Et les livres de musée, je les avais écrits en anglais. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour un éditeur, le passage, dans ces cas, de lire en anglais que lire en grec. Voilà. Édité aux éditions Le Passage. Comment? Aux éditions Le Passage. Hein. Oui. Les scènes des crimes au Louvre et Orsay sont aux éditions Le Passage. Isabelle? Chaque fois, il faut que je démute. Oui, alors c'est une question. Si tu ne sais pas, il n'y a pas de souci. En fait, c'est parce que juste le dernier livre que je viens de lire, c'est Circé de Madeline Miller. Et je voulais savoir si tu connaissais cette autrice et qui revisite aussi un peu la mythologie, enfin qui la revisite, qui l'explique d'une manière très moderne. Et du coup, je trouve, ça a des résonances par rapport à ce que tu nous dis sur ta façon d'appréhender aussi la mythologie et l'histoire en général. Voilà. Alors, je ne l'ai pas lu encore, je l'ai acheté, je l'ai dans ma bibliothèque, mais je n'ai pas encore lu. J'ai lu l'été dernier, un livre qui s'appelle Les chansons des filles, je crois, The Song of the Girls, si je ne me trompe pas, qui raconte la guerre de Troie par Chrysis. Chrysis, je vous rappelle, est la fille qui a été enlevée par Agamemnon et qui a causé la fureur de Achille, avec qui commence l'Iliade. Donc, Chrysis, pardon, pas Chrysis. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Donc, après ça, j'ai acheté Circé, mais je ne l'ai pas encore lu. C'est vrai qu'il y a une tendance de revisiter un peu la mythologie grecque.
Et j'aime beaucoup le faire dans les livres qui mélangent l'art parce que c'est vraiment tous les crimes qu'on peut lire dans les romans actuels sont déjà dans la mythologie grecque. Et toutes les explications, je ne sais pas, tous les mobiles. Et pour moi, le premier whodunit, la première énigme policière, entre guillemets, c'est Édipe Roi de Sophocle, parce qu'il y a tous les éléments d'un whodunit comme on les connaît aujourd'hui, après Edgar Allan Poe et le double assassinat de la rue Morgue. Je vous donne les éléments. C'est un crime non résolu, un détective ou un policier qui cherche la vérité, des soupçons et un cercle fermé des suspects, et on pense que c'est lui parce qu'il y a des éléments. Non, après on dit que c'est un autre. Et à la fin, on a la révélation, la solution. Et tous ces éléments, on les trouve dans Édipe Roi de Sophocle, avec un twist à la fin parce que le détective Édipe, qui est le roi de Thèbes, qui cherche qui a tué son prédécesseur Laios, découvre que c'est lui qui l'a tué. Et il n'est pas seulement le meurtrier, mais il est aussi un patricide, parce qu'il a tué son propre père. Donc je trouve que tout commence avec la mythologie gréco-romaine, et aujourd'hui on voit des choses, je vois des choses sous ces filtres. Voilà. Anaë? J'ai enlevé le micro. Bonjour Christos, bonjour à tout le monde. Alors, tout d'abord, je vais dire que je suis ravie de vous voir parce que ça fait plusieurs fois, à chaque fois, qu'il y a des choses organisées avec Albin Michel et je suis maudite. Enfin, une fois, j'étais en Grèce, dans votre magnifique pays, et d'autres fois, j'ai toujours un truc de prévu. Donc, je suis super contente d'être là. Et moi, j'avais une question par rapport à tout ce que vous avez publié, justement, que je n'ai pas lu, Crime à Orsay, Crime au Louvre, etc. Moi, j'ai un affect très particulier avec les tableaux parce que bon, j'ai une branche de ma famille qui a travaillé au Louvre dans l'art. Et je me demandais si vous aviez des commandes qui vous ont été, suite au succès de ces livres-là, qui vous ont été demandées, enfin qui vous ont été commandées justement par d'autres musées, pas forcément français, mais justement pour créer une sorte de conte autour des œuvres, quoi. Alors, non. Et je vous dis pourquoi. Parce que dans le milieu artistique ou dans le milieu de curators et des historiens d'art, je suis aperçu comme un hérétique. Comme je n'ai pas fait des études d'histoire d'art et comme j'explique d'une façon différente, c'est vraiment mon regard criminologique sur l'art, mais j'ai fait beaucoup de recherches dans les archives de musées pour pouvoir écrire et décrire ce qu'on voit. Donc, pas seulement je n'ai pas été contacté, mais il faut vous dire aussi que j'ai eu des difficultés parfois. Et un musée, je ne vais pas vous dire lequel, mais avait pris mon idée, a organisé de visites dans les musées avec le crime comme combat. Et quand je l'ai lu ça, parce que je suis dans les newsletters de ce musée, j'ai suivi la première séance et il utilisait, la guide utilisait même des mots qui n'existent pas en français, que j'ai inventés. Je vous donne un exemple, genricide, qui est la traduction de gendercide, qui veut tuer quelqu'un à cause de son genre, qui n'existe pas dans la langue française, ou il n'existait pas il y a 3 ans quand j'écris les livres. Et à la fin, je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez lu ces livres? Elle m'a dit, oui, je l'ai lu. J'ai dit, oui, j'ai bien compris, parce que je l'ai écrit, et vous l'avez cité, et à la fin, au moins, vous pourriez dire, si vous pourriez apprendre un peu plus, ces livres existent dans la librairie, parce que les livres existent dans la librairie de ces musées. Et elle m'a dit, oui, elle est partie en catastrophe, oui, c'est pas ma faute, si vous avez des problèmes, allez-y à la directrice, moi je ne gagne que 2 euros par heure, c'est pas ma faute. Et donc, je n'ai pas beaucoup apprécié. Et quelques jours après, ils m'ont appelé de ces musées en me disant, on va arrêter. Mais j'ai dit non,
je ne veux pas que vous arrêtiez, je voulais juste que vous disiez à la fin, si vous voulez apprendre un peu plus, voilà, les livres existent. Donc, non, je n'ai pas été contacté par d'autres musées, mais le troisième musée dont j'écris, qui est un musée américain, a beaucoup aimé l'idée quand j'ai présenté, mais je ne suis pas convaincu que le livre sera publié parce que les Américains, au moins avec les lecteurs et le public français qui est très cultivé plutôt, qui est très ouvert, on peut parler de l'assassinat comme un des beaux-arts. Parce que personne, je crois, ne va tuer quelqu'un d'autre et dire, voilà, j'ai lu un livre qui dit que l'assassinat est un des beaux-arts. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Thomas de Quincey. Mais les Américains sont un peu plus compliqués. Même si c'est très facile à acheter une arme à feu juste au coin de chez nous, le fait que je parle et je présente l'assassinat comme un des beaux-arts, ça peut créer des problèmes. Donc, j'attends la réponse et je vous dirai. En tout cas, non, je n'ai pas été contacté par d'autres musées pour les faire, mais j'ai fait beaucoup de conférences au musée. Et il y a beaucoup de directeurs des musées, des petits musées en France ou des plus grands musées, par exemple le musée des Beaux-Arts à Lyon. Pendant le Quai du Polar, il y a 2 ans, m'avait invité pour faire une visite virtuelle sur une salle de conférence avec les œuvres d'art qui représentent des meurtres dans les musées. Donc, ils étaient très ouverts. Mais ce n'est pas tout le monde comme ça, malheureusement. J'en profite, Christos. Est-ce que tu peux nous préparer le petit extrait du livre? Tu l'as pris, c'est bon? Oui, c'est là. Écoutez, je n'aime pas la façon dont je lis en français, donc veuillez excuser encore mon accent. Mais alors, Anthony voulait que je vous lise quelque chose en français, et puis je vais vous lire la même paragraphe, c'est ça, Anthony, en grec. Voilà, je vais vous lire 3 paragraphes de Mourir en scène. Je vous mets un peu dans les contextes si vous n'avez pas lu. Donc, on est dans la loge de Nenivanda, qui est la star grecque, qui est la star grecque absolue. Sa famille est un peu inquiète parce qu'elle a eu quelques accidents bizarres le dernier temps. Elle n'est pas inquiète du tout. Donc, Vera, qui est la nièce, entre parenthèses, on avait des problèmes avec les relations familiales entre la Grèce et la France. C'est différent. Alors, en grec, la cousine de ma maman est ma tante, qui n'est pas apparemment le cas en France. En tout cas, voilà, Vera, Nenivanda est la tante Nenivanda est la tante de Vera, définition grecque. Donc, elle a supplié Marcou en disant, écoute, je crois que ma tante, elle est menacée et elle est ciblée. J'aimerais que tu la rencontres pour voir ensemble si c'est le cas ou pas. Donc, on est dans la loge de Nenivanda. C'est la première rencontre avec Marcou. Et la Vanda, elle est furieuse contre sa nièce. Et c'est le moment où sa sœur, Caterina, qui est son agente, entre dans la pièce. Donc, voilà. Caterina, dis-lui toi aussi qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La demande de la star, contre toute attente, fut suivie d'un long silence. Puis, l'agente regarda sa sœur avant de se tourner vers Marcou et de lui dire d'une voix hésitante, « Si vous m'aviez posé la question il y a quelques heures, je vous aurais dit que Neni a raison. Même après son accident de voiture, je vous aurais affirmé que tous ces incidents n'étaient qu'une série de coïncidences. Mais depuis cet après-midi, je ne suis plus vraiment sûr que les hasards expliquent tout. » Face au regard éberlué de sa sœur, la managère s'approcha de Marcou, sortit un bout de papier de la poche arrière de son pantalon et le lui tendit. Il le déplia, l'examina. C'était une feuille de format A4, barrée par 2 mots imprimés en lettres capitales à l'encre rouge. Toujours vivante. Voilà, ça c'est la version française. Et je vais vous lire alors la version grecque du dernier paragraphe. Mon accent en grec, c'est un peu mieux, je vous assure. Εκείνος το κράτησε για λίγο στα χέρια του, το περιεργάστηκε,
και έπειτα το ξεδίπλωσε αποκαλύπτοντας μια λευκή Α4 σελίδα. Η επιφάνεια του χαρτιού τραυματιζόταν μονάχα από ένα σύντομο κείμενο, 2 κόκκινες, τυπωμένες με κεφαλαία γράμματα λέξεις. Ακόμα ζεις. Voilà. Bravo. J'ai l'impression que c'était la langue de Tolkien. Ah, oui, je m'en doutais. Ouais. Ouais. Vous savez, les anglo-saxons ont une expression qui dit « It's all Greek to me ». Et vous, comme nous, on dit c'est du chinois. Donc, en grec aussi, on dit c'est du chinois. Mais les anglo-saxons disent c'est les grecs. Alors, je t'ai préparé une petite interview, Christos. Je ne fais pas ça souvent, je fais ça que pour les auteurs dont je me sens proche. Une interview fin de phrase. Donc, c'est-à-dire que je commence le début de la phrase et tu la finis avec les mots qui te correspondent. Waouh, ok. On n'a pas prévu ça, donc c'est intuitif au possible. Très bien. Alors, je commence. Depuis que je suis écrivain, je suis heureux. Si je devais changer de métier, à nouveau, je serais écrivain de nouveau. Le jour où j'aurai le Goncourt. Les Goncourt, ça veut dire? Le Goncourt, c'est le plus grand prix. Oui, le Goncourt. J'ai entendu le Goncourt. Alors, je ne suis pas sûr que les romans policiers reçoivent le Goncourt. Alors, on en parlera tout à l'heure, justement. Ouais, on en parlera tout à l'heure par rapport à Pierre Lemaitre, qui l'a eu. Oui. Ouais. Mais en sortant du style policier. Oui, oui, je serais surpris. Voilà la fin de cette phrase. Et Nicolas Mathieu, il s'était considéré comme un roman noir, hein, son roman où il a eu. Et tu veux commencer à faire à manger? Oui, ouais. Mais pas policier, vraiment avec une enquête. Ouais. Mais c'était un très bon noir. Ouais. Et Catherine, oui, fais-nous à manger, hein, Catherine. Si je ne pouvais plus écrire, je trouverais une autre façon de m'exprimer. Si je devais m'exiler, j'irais. J'irais où? La Grèce est exclue. Hein. C'est trop facile. C'est trop facile, oui. Et puis, je suis sûr que je n'aimerais pas m'exiler en Grèce. Mais je peux vous dire que je ne voudrais pas être exilé dans la campagne parce que je suis vraiment urbain. J'aime le bruit de la jungle urbaine. Donc, je m'exilerai au centre-ville d'une grande ville. Voilà. Donc, pas Limoges. Hein. Limoges, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une ville quand même qui est grande par rapport à la Grèce, aux villes grecques. Donc, toutes les villes grecques, comment dire, la taille d'une ville, pour moi, comme j'ai vécu 30 ans en Grèce, est relative à la taille des villes grecques. Donc, presque toutes les villes françaises sont beaucoup plus grandes que les villes grecques. Le genre policier n'est pas un genre? Des gares. Très bonne réponse. La Grèce est le pays de mon enfance, de soleil, de ma culture. Et c'est aussi le pays. Je ne me sens plus chez moi en Grèce. Je me sens chez moi en France. Mais c'est mon pays en tout cas. Même si je ne fais plus partie de ce pays. Ça reste mon pays. Mourir en scène parce que? Parce qu'il faut mourir d'une façon éclatante, explosive. Comme Kurt Cobain disait, it's better to burn out than to fade away. Donc, c'est mieux d'avoir une fin explosive. Et grâce à cette émission, évidemment, maintenant que je suis célèbre, je vous suis reconnaissant. Voilà. Merci Christos. Alors, on peut revenir sur cette histoire de genre policier. C'est vrai qu'en France, on a tendance à mettre les romans dans des cases. Quel est ton sentiment? Pas seulement en France? Non, c'est la même chose en Grèce. C'est la même chose aux pays anglo-saxons aussi. Mettre des genres dans les cages, mettre des étiquettes.
parce que c'est plus facile à comprendre quelque chose ou quelqu'un quand on met des étiquettes. Et on a des attentes aussi. Alors, Ouais. et justement, en France, tu considères que le thriller et le roman policier ne sont peut-être pas assez mis en avant? Alors, ils sont, comme partout dans le monde, sont les livres qui sont plus lus partout. Avec le feel good, oui. Oui, oui, tout à fait. Et pour moi, je l'ai dit et je le dis toujours, un roman policier pose les mêmes questions comme la philosophie, les religions, c'est-à-dire qui est à l'origine? Qui est à l'origine de la création du monde? Qui est à l'origine de nous-mêmes? Et dans un roman policier, qui est à l'origine de ces faits? Puis, moi, je ne crois pas aux étiquettes en général. Pour moi, un livre est bien écrit ou mal écrit. Et donc, parfois, j'ai du mal à convaincre des gens qui ont lu peut-être un livre qu'on peut appeler policier ou un noir, qui n'ont pas aimé. Donc, ils mettent tous les livres dans le même sac. Et après, c'est très, très, très personnel. Je sais que, comme on a dit, avec les livres feel good, les romans policiers, les romans noirs sont les plus lus. Il y a des mauvais romans policiers ou de mauvais livres noirs. Ils sont des très bons romans policiers et des très bons livres, comme il y a de la littérature blanche. Mais je ne suis pas sûr que si tu écris un roman policier pur, soit un whodunit, soit un roman policier très sanglante ou violente, même s'il parle des choses qui existent depuis toujours, même s'il présente des personnages d'une façon très concrète, très, très, très bien construite, et il parle de la société, il parle de la psychologie humaine, il parle des motifs, des mobiles, etc. Je ne suis pas sûr qu'il a un livre comme ça les mêmes chances de gagner un Goncourt ou un prix de littérature, un Nobel même, tu vois, comme un livre de la littérature blanche. Ce qui prouve totalement que tu ne vises pas cela, puisque ton capitaine de police est plutôt normal. C'est assez rare en littérature. On pense à Connolly avec Harry Bosch, on pense à Mankell avec Ballender. C'est assez rare d'avoir un capitaine de police aussi lisse. Et justement, il y a très peu d'effusions. Il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de violence réellement dans ce que tu écris. Et justement, c'est là où tu tires, à mon avis, ton épingle du jeu du roman policier. Et c'est un choix qui est volontaire. Donc, je trouve ça plus fort. Et pour moi, je disais toujours, c'est la mentalité, c'est la psychologie criminelle, la psychologie humaine qui sont importantes. Et pourquoi je vous dis ça? Il y avait des lecteurs qui m'ont dit qu'on avait compris au milieu du livre, à la moitié du livre, qui est le coupable. Mais on a continué à lire parce que les personnages sont très vivants. Donc, même si ça m'arrive avec Agatha Christie, parfois je peux avoir les coupables, je peux comprendre qui c'est, ou même quand j'ai lu une deuxième fois, je viens de relire pour une 10e fois Le meurtre de Roger Ackroyd. Tout le monde connaît qui est le tueur, je les connais, mais j'aime trouver les petites phrases ambiguës qui nous montrent la psychologie de ces personnages qui a commis les crimes et qui nous, pardon pour les spoilers, qui est le narrateur de ces livres. Si vous n'avez pas lu, entre parenthèses, il y a un livre des années 90 de Bayard qui s'appelle Qui a tué Roger Ackroyd, qui veut prouver et qui m'a convaincu que Poirot s'est trompé dans cette histoire parce qu'il commence à être un peu vieux, il commence à perdre un peu sa tête, il a des illusions et le vrai coupable, c'est quelqu'un d'autre. Donc, j'ai beaucoup aimé ces livres aussi. Mais voilà, pour moi, l'important, c'est la psychologie et
qu'est-ce qui se cache derrière les actes. Toujours, quand on fait quelque chose, quand on passe à l'acte, il y a une raison, sauf si on n'est pas responsable pour nos actes. Après, il y a un autre département. Voilà. Et sur la couverture, Christos, est-ce que tu es intervenu? Je ne sais pas comment ça se passe réellement chez Albin, mais la couverture n'est pas citée, donc je pense que ce n'est pas un travail de graphiste ou d'un autre artiste, mais est-ce que tu es intervenu dans cette couverture? Je crois qu'il est cité. Ouais, oui, j'ai pas trouvé le nom. Illustration. Ah, c'était Odo. Ah, pardon, autant pour moi. Camille de Lorient. Voilà, c'est un ami. Et c'est lui qui a fait la couverture que j'ai beaucoup aimée. Et je l'ai trouvée très parlante. Et c'est vraiment… j'aime beaucoup cette couverture. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Il nous reste 1 minute. Est-ce que vous aimez avant faut continuer. Ouais, ça recoupe, mais il y a quand même 2 taches de sang qui descendent du micro. Je pense que tout le visuel est là, quoi. Voilà. Oui. C'est le petit détail qui fait la couverture qui est très dalidesque, hein, on peut le dire. Hein. Oui. On était entre mourir en scène et mourir sur scène. On n'a pas pu mourir sur scène pour des raisons légales. Mais après, aussi, je crois qu'en scène, il y a un petit clin d'œil dans la totalité du livre. Et ça fait… je ne sais pas. Il y a plus de rythme. Ouais, dans le titre, il y a plus de rythme de mourir en scène que mourir sur scène, je trouve. Oui. Ouais. Je n'avais pas pensé à ça. Est-ce qu'on pourrait parler du plan du livre? Comment tu travailles en fait? Est-ce que tu fais un plan avec une mise en scène en sachant dès le début comment tu vas organiser le roman, ou tu fais ça plutôt de façon plus moins entre guillemets moins rigide? Alors depuis les débuts, je sais qui est la victime, qui est le tueur et les pourquoi. Donc, je commence mon parcours, mon schéma avec ma destination. Et j'ai tous les personnages. Après, quand j'écris, il y a des choses qui se passent, il y a des nouveaux éléments qui s'ajoutent, il y a des éléments qui ne sont pas assez importants quand je les vois écrits que dans ma tête. Donc, les points du début sont les mêmes. La destination reste la même, mais les schémas, j'ai fait des détours, j'échange, donc voilà. Et parfois, quand j'ai une expression, j'ai une phrase, j'ai une citation dans ma tête, je crois que ça va être un paragraphe et je continuerai. Et ça peut faire, grâce ou à cause de cette citation ou de cette pensée, 2-3 chapitres. Mais voilà. C'est comme ça que j'écris. Et ça devient très organique à partir d'un moment. Ça devient très organique et les personnages prennent leur propre vie. Parfois, je suis sûr que leur comportement serait ou leur attitude serait telle et ils me surprennent parce qu'ils ont leur propre caractère à partir d'un moment et ils ont des réactions différentes, des réactions que j'ai cru au début. Manon? Non, mais Anthony, ça c'est pas sympa. Non, moi j'avais une question qui n'a pas vraiment à voir avec la littérature en fait. J'étais en train de demander à Anthony si vous connaissiez le livre de Castello-Rizzo. Ah oui, j'ai vu, il y a une question. Alors, je ne connais pas, mais je voulais y aller l'année dernière, mais je n'ai pas eu de vraies vacances l'année dernière pour des raisons variées. J'aimerais bien y aller un jour. Pour vous donner, alors Castello-Rizzo, c'est une petite île pour les autres qui peut-être vous ne connaissez pas, une très jolie île, petite île, juste au-dessus de la Turquie. C'est la frontière de l'Europe. Voilà. Et apparemment, elle est très jolie et j'aimerais bien visiter. Castello-Rizzo et Samothrace sont les 2 îles que je vais absolument visiter, que je n'ai pas encore fait. Et j'espère le faire. Je ne suis pas sûr pour cette année, mais très prochainement. Voilà. Est-ce que vous connaissez la Grèce? Est-ce que vous avez une île
que vous aimez particulièrement? Est-ce que vous connaissez les îles grecques? Et je vous Alors, pose la question parce que les prochains livres se passent sur une île grecque. je crois qu'il Moi, y a j'ai habité, deux Grecs. Hein. ouais, moi, j'ai habité 4 ans à Athènes. Ah, très bien. Ouais. Quel quartier? Katokifisia. Ah, pour le c'est très Ouais, chic. bon. Ouais. C'était le coin des Français, de toute façon. C'est très, très bien. C'est très bien. Et, Vous visitez Athènes maintenant de temps en temps ou ça fait 5 ans que je suis pas retournée. Ça me manque énormément. Et nous, il y avait une île qu'on aimait beaucoup, c'était Sifnos. Alors, Sifnos, je ne connais pas. C'est une de Ouais. mes îles oui, c'est une des îles que je ne connais pas. Il n'y a pas encore trop de monde. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est de la Grèce à la Belgique, ça doit être dur. Hein. C'était très dur, oui. J'ai eu beaucoup de mal. Les 6 premiers mois, je bassinais tout le monde avec la Grèce. Je parlais de la Grèce, d'Athènes tout le temps. Mais moi, ça me manque encore énormément. Hein. Ça fait 10 ans qu'on est parti. Ouais. Et quand j'étais sur place, j'ai beaucoup cherché. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'auteurs grecs qui sont traduits en français. J'ai été entre 2005 et 2009 et j'ai beaucoup cherché de la littérature grecque traduite en français et c'est compliqué. Ouais. Et puis que les quelques qui étaient traduits, c'est pas gai. Hein. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup. Il y a Marc Harris qui traduit des romans policiers. Il y a Vassilis Alexakis qui écrit en français, lui. Oui. Il n'est pas de la. D'ailleurs, justement, je me demandais, puisque vous parlez quand même bien en français, est-ce que vous envisagez pas de faire comme Vassilis Alexakis, une fois en français, une fois en grec, d'écrire J'hésite, pour être franc. Je vous dis pourquoi. Alors, grec, c'est ma langue maternelle, alors c'est normal que j'écris en grec. L'anglais, je l'ai appris depuis mon enfance parce que tout le monde en Grèce parle en grec, anglais. Voilà. Le français, à l'école, il fallait choisir entre l'allemand ou le français. Ah ouais? Comme ma mère était professeure de français, moi j'avais choisi l'allemand. Et donc, j'ai appris la langue sur place grâce à la télévision, grâce à la radio. J'ai lu en parlant avec des amis, mais je ne me sens pas assez fort et assez courant pour écrire. Quand je lis la littérature française, il y a souvent des nuances qu'il faut ouvrir le dictionnaire Larousse pour comprendre. Donc, pour l'instant, même si je me débrouille à l'oral, même si je donne mes conférences, je les fais en français. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein? Oui. Capable de répondre à quelques questions, aux questions, aux interviews en français à l'écrit. Et je viens d'écrire un article pour un magazine qui s'appelle Alibi, qui est de la littérature policière pour le deuxième volume. Mais je suis toujours très clair et j'ai dit, s'il vous plaît, il faut corriger ce que j'écris. Parce que c'est sûr qu'il y aura des fautes de syntaxe, des fautes de grammaire. Donc, je suis un peu. J'ai peur, voilà, pour l'instant. Après quelques années, on verra. Ouais, ça peut être un objectif. Ouais. J'ai pas souvenir de t'avoir corrigé beaucoup de fautes de l'interview que j'avais faite il y a 1 an. Je crois pas avoir corrigé. Je pense même pas t'avoir corrigé. Hein. J'irai vérifier. Je ne me souviens plus, mais tu te souviens que je t'avais dit, s'il te plaît, ne laisse pas les textes comme ça, parce que il faut quand même vérifier que je ne dise pas des bêtises. Je pense que même en français, tu écrirais mieux que certains écrivains. Je ne citerai pas de nom. Avant de se quitter, d'une dernière question. On a pour habitude de faire un screenshot, hein, tu le sais, une photo de groupe. Donc, mettez-vous, si vous avez toutes les caméras allumées ou presque, je crois qu'il n'y a que Anna qui n'est pas en caméra, voilà, avec tous les livres magnifiques. Hop. Super, c'est bon, c'est noté. Il y a des oiseaux,
c'est à qui les oiseaux? Il y a quelques oiseaux. J'attends Ah oui? les oiseaux. Oui, il y avait des oiseaux. Ah, je sais pas. Ah, c'est Béa. C'est C'est Béa. joli. Ouais, très bien. Alors, il y avait une question d'Amandine qui disait, vu qu'apparemment tu n'aimais pas forcément être mis dans des cases, est-ce que tu continueras quand même à écrire sur les livres d'œuvres d'art, de criminologie, ou, ça te desservirait? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu vas continuer? Alors, le seul problème avec les livres d'art et de criminologie est qu'à partir d'un moment, il n'y a plus de sujets. Parce qu'il n'y a pas 1 million de mythes grecs, il n'y a pas 1 million de meurtres dans la mythologie grecque, il y a 200 par exemple. Donc, quand j'ai essayé de changer entre les musées du Louvre et le musée d'Orsay, donc même s'il y avait quelques sujets qui étaient les mêmes, comme Cain par exemple, ou la famille des Atrides, j'ai essayé de changer les points de vue et le phénomène criminel que j'analysais, mais il y a une fin, tu vois, c'est pas illimité. Après, comme j'ai dit, quand vous lisez ces livres et vous visitez un musée, c'est très très facile à revoir les choses dont je parle dans les 2 livres dans tous les musées. Et il y a toujours des petits indices, des petits éléments qu'on découvre. Et voilà. Après, je continue dans ces genres, le roman policier, et je viens de finir un autre livre qui n'est pas un roman policier, il n'y a pas un meurtre, mais qui est construit comme un roman, comme une enquête, mais il n'y a pas de crime, qui est en anglais, que j'écris en anglais. Mais si ce livre est publié, je l'écris sur un pseudonyme. Voilà. Amandine, tu voulais rebondir, je t'ai vu lever la main, le doigt même. Donc, tu vois, tu entends ma voix. Magnifique. Il n'y a pas que sur la mythologie, au niveau des œuvres d'art, des meurtres. Bien sûr. Il y a la Bible, l'histoire. Oui. Donc après, le sujet est vaste au niveau des crimes, parce que c'est sûr que si tu te situes que vraiment sur la mythologie, et encore, je trouve que c'est quand même assez vaste par rapport aux crimes, mais il y a plein d'autres choses. Et c'est vrai que moi, ce qui m'interpelle, c'est que quand Anthony m'a parlé de tes œuvres, donc je t'avais vu passer sur Instagram, mais je ne connaissais pas du tout. Ça m'a interpellée parce que moi aussi je suis fan d'art et j'ai trouvé ça très intéressant. Et tu as beaucoup d'auteurs qui sont alors je sais que tu n'aimes pas ça cataloguer, mais comme Frédéric Lenormand avec son auteur, c'est Nicolas Le Floch, enfin son héros, ou non, c'est Jean-François Parrot, ça, Nicolas Le Floch, et c'est Voltaire pour Lenormand. Et que toi justement tu serais dans quelque chose de spécifique avec tes meurtres sur les œuvres d'art, et je trouvais ça moi assez intéressant par contre. Il faut dire par rapport à ça que dans ma tête, il y a une distinction entre la fiction. Dans la fiction, je ne mêle pas la représentation de l'art. Quand il y a des gens que je dis que je écris des livres qui parlent de crimes qui sont dans le musée, ils me disent toujours comme Da Vinci Code. J'ai dit non. C'est pas de la fiction, c'est vraiment une étude, si on peut dire. C'est des petites enquêtes de 3-4 pages par œuvre, mais c'est pas de la fiction. J'essaie de trouver la vérité, entre guillemets, si on peut parler d'une vérité mythologique, biblique ou même historique. Donc, d'un côté, il y a le crime et l'art, mais d'une façon vraiment pas de fiction, et l'autre côté, c'est la fiction qui n'est pas basée sur l'art, dans ma tête pour l'instant. Hein. Après, ça peut changer. C'est bon, Amandine? Ouais. Oui, merci. Ravi de t'avoir entendu. Alors, si personne n'a d'autres questions, on va se quitter avec regret, mais il faut bien une fin, toute bonne chose a une fin. Merci Christos, merci infiniment de ton temps et voilà, de ta générosité et de tout en fait. En réalité de tout, tu es un auteur qu'on aimerait voir plus souvent, donc merci. Écoutez, merci pour tout ce que tu as partagé, c'est clair.
Merci beaucoup, Benoît. Merci, Christophe. C'est Anthony. C'est moi qui vous remercie vraiment. C'est comme je vous ai dit, ma première fois avec Zoom. Et c'est grâce à l'initiative d'Anthony. J'ai passé un très, très bon moment. Et si vous voulez, on peut les refaire un jour avec un autre livre, etc. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup pour tout. Merci à vous. Merci à toi, surtout. Bonne soirée à tous. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Salut à tous. Bonne soirée.